Une île à 40 degrés, bientôt 50. La mer plus chaude chaque été. La Posidonie morte à 28 degrés. Le barracuda à la place du loup. 2300 hectares sous le béton en 10 ans. Un habitant pour 5000 mètres carrés. 100 000 volets clos, 11 mois sur 12. L'eau rationnée pour les vivants, jamais pour les piscines. 33 000 morts de chaleur en 8 ans, le bilan connu d'avance. Un homme au centre, devant ses courbes, 20 ans d'alertes exactes, 20 ans de portes fermées. La donnée d'un côté, le pouvoir de l'autre, le savant sans royaume, une Cassandre insulaire, 20 ans à lire le ciel pour une terre sourde. Bonjour Patrick Rebillou. Bonjour. Vous avez dirigé le centre Météo France d'Ajaccio pendant des années jusqu'à votre départ à la retraite à l'automne 2024. Dès 2021, vous déclariez publiquement que sans politique climatique, la Corse pourrait connaître des maximales de 50 degrés à la fin du siècle. Quand vous prononciez cette phrase, à l'époque, est-ce que vous aviez le sentiment d'être entendu? Ah, grave question. Euh, oui, 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 oui. Alors évidemment, entendre ça, ça génère forcément des résistances, parce que c'est quand même une rupture. Mais peut-être il faut reprendre pourquoi j'ai dit ça et dans quel cadre ça s'inscrit, si vous voulez. Euh, Vous savez que le réchauffement climatique, il va dépendre de la quantité, en gros, pour simplifier, de CO2 qui va être émis dans l'atmosphère. Et le GIEC, notamment, hein, dans son dernier rapport, avait plusieurs scénarios d'émissions. Et même sur un scénario d'émissions intermédiaire, ça conduisait à un réchauffement sur la Corse moyen, on va dire à plus de 2 degrés 5 à l'horizon 2050 et pratiquement à 4 degrés ou un peu en dessous à l'horizon 2080-2100. Depuis cette prise de parole, il y a quelque chose de plus réaliste qui a été fait, notamment par Météo France, hein, mais par d'autres organismes météo, c'est-à-dire que on a regardé les engagements des États en termes d'émissions de gaz à effet de serre et on s'est aperçu que ça ne collait pas avec les scénarios. Donc en fait, l'idée maintenant, c'est de regarder pour un réchauffement global de 2 degrés, qu'est-ce qui se passe sur la Corse? Pour un réchauffement global de 3 degrés, 3 degrés, c'est la température moyenne globale terrestre qui va être atteinte si on continue nos émissions de gaz à effet de serre, en tout cas avec les engagements des États actuels, hein, des États, je parle du monde entier. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on appelle d'ailleurs la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, on reviendra sur l'adaptation plus tard, en fait, on est à 2,8 degrés à l'horizon 2050 en température moyenne, et on sera presque vers 4 degrés à l'horizon 2080-2100. Alors, cette température moyenne, moi-même, je trouve que ce n'est pas forcément très éloquent. En fait, ça traduit quelque chose, ça traduit beaucoup d'énergie dans le système climatique. Le changement climatique, le climat change parce que le système climatique est en déséquilibre énergétique. Et donc, avec ces chiffres-là, effectivement, il y a la température moyenne, mais si on regarde l'élévation de température des températures maximales, effectivement, à l'horizon 2050, on est à plus 3,5 degrés et on a plus 5 degrés sur les températures maxi à l'horizon 2080. Alors, pour illustrer ça, le record en Corse et Sartène en 2009, 43 degrés. Vous ajoutez 3,5 degrés, vous êtes à 46,5 degrés. Vous ajoutez 5 degrés, vous voyez qu'on frise les 50 degrés. Donc, il n'est pas impossible, et finalement la question c'est plus savoir quand ça va arriver que si ça va arriver. Donc il est très probable que certains endroits de la Corse, Ponteledge, Corté éventuellement, surtout l'intérieur des terres, parce qu'il n'y a pas ce Il n'y a tampon pas l'embrun maritime, marin qui il n'y a va... pas ce tampon maritime, c'est possible que ça arrive. Voilà. Alors ça, c'est les températures maximales. Mais je pense que pour les températures, il faut aussi comprendre euh, c'est le nombre de jours qui est fatigant. Par exemple, 2022, on n'a pas eu de canicule au sens épisode caniculaire où il fait chaud la nuit, il fait chaud le jour, et vraiment c'est pénible pour les organismes, mais il a fait chaud pratiquement tout le temps. Et donc le nombre de jours de chaleur va être multiplié par 7 à l'horizon 2050, c'est un chiffre énorme, hein, et il risque d'être multiplié par 12 à l'horizon 2080-2100 avec des températures maxi, même si elles n'atteignent pas 50 degrés, si on est dans les 43-45, c'est très pénible pour l'organisme. Voilà où on en est en termes de température. Et là-dessus se greffe aussi ce qu'on appelle les épisodes caniculaires. Bon, peut-être pour rappeler, hein, elles sont beaucoup plus nombreuses, et ça c'est constaté, je parle de l'observation,
On est, je crois, sur la Corse, enfin je crois pas, je suis sûr, il y a 36 épisodes caniculaires depuis les années 40, on en a 30 qui sont après les années 2000, donc c'est très clair, quoi. Et si on fait des projections là-dessus, à l'horizon 2050, je ne sais pas si vous représentez un peu les canicules qu'on a vécues en 2024, 2023, ces canicules-là, elles seront pratiquement tous les étés, et surtout elles seront avec des températures maximales plus élevées. Ce qui n'empêche pas non plus, parce que l'atmosphère est capable de faire des événements extrêmes au sens statistique, on reviendra ensuite sur les événements extrêmes de pluie qui est passé dans le vocabulaire public. En tout cas, donc, il pourrait y avoir un événement caniculaire extrême qui sort complètement de la distribution. Et dans les projections, on voit que par exemple, il n'est pas impossible qu'on ait, même avant 2050, un épisode de caniculaire qui dure 2-3 mois. 2-3 mois avec ce que vous avez évoqué effectivement, le problème de ressources en eau, mais aussi des problèmes de santé, hein. 2003, c'est 15 000 morts, hein, quand même. Donc voilà en termes de température. Et curieusement, j'ai l'impression qu'on porte beaucoup plus d'attention sur ces événements extrêmes qui sont plus spectaculaires, hein. Quand on voit à Valence les voitures qui s'accumulent dans les rues, quand on voit les ruissellements, c'est spectaculaire. Plutôt que de se concentrer sur ce qui fait système. Mais ce que je veux dire, Mm. c'est qu'on sous-estime un peu le danger, si vous voulez, de l'élévation de température. Dans la presse, dans la communication, je vois bien que c'est un peu, à mon sens, négligé, quoi. Mais pour revenir à la question justement, donc quelles sont les réactions que vous avez rencontrées quand vous avez déclaré que au final ces épisodes allaient se multiplier et que le 50 degrés était quelque chose de tangible? Alors, en fait, j'ai commencé à dire ça il y a très longtemps, hein. Donc, je crois que j'ai commencé vraiment à faire de la communication là-dessus, et parce que je me suis un peu spécialisé là-dessus, à partir des années 2010, avec des incertitudes sur les projections, mais avec les observations qui confirmaient ce qui était prévu, une progression dans la science, dans la précision. Et c'est vrai qu'il y a d'abord une stupeur. Il y a d'abord une stupeur, une réaction, non, mais il a toujours fait chaud, vous savez, la fameuse phrase, il a toujours fait chaud. Mais petit à petit, et je parle en tout cas même des politiques en Corse, hein, petit à petit, on va dire petit à petit, ils ont tout à fait intégré ça. Et la preuve en est, c'est qu'il y a quand même eu la CDC, notamment après l'épisode de 2022 catastrophique en août, qui a lancé quelque chose qui s'appelle Prospectiva 2050, où là, voilà, ça permet d'évoquer une société avec des températures qui éventuellement atteignent 50 degrés, des canicules qui vont durer 2 mois, hein, à l'horizon 2080, voire 3 mois, les ressources en eau, des problèmes de santé, etc., etc., et avec la contrainte de participer aussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on ne peut pas s'indemniser de ça. Justement, quand vous avez commencé à avoir ce discours, on vous écoutait poliment ou vous avez vu des actions concrètes? Non, je vous dis, il y a des actions concrètes, il y a quand même des actions concrètes, quoi. Bon, après, cependant, il y a aussi le gouvernement français, notamment après la canicule de 2003, qui a mis en place quelque chose d'important, ce qui s'appelle la vigilance canicule. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait rien, hein. Il n'y avait rien. C'est-à-dire, si elle a fait autant de victimes, c'est parce qu'on n'était pas préparé. Et donc, la vigilance canicule, entre autres, avec qui est une articulation entre la prévision Météo France et Santé publique France, d'accord, qui tient compte, voilà. Tout ça, c'était organisé pour, quand il y a une annonce canicule, on prenne les moyens pour mettre les gens à l'abri, pour ne pas sortir, enfin, vous savez, tous les conseils de comportement. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Après, je pense que par contre, il y a parfois des incohérences. C'est-à-dire que oui, il y a une prise de conscience, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'action publique, en fait. Je pense que c'est un peu toute la difficulté de l'adaptation au changement climatique actuel. Pour le moment, il y a l'action publique, mais aussi le marché, quoi. Et donc, dans ce sens-là, je ne sais pas, pour illustrer ça, continuer, par exemple, à construire des résidences touristiques, on va dire ça poliment, euh, avec des murs très peu isolés et compter sur la climatisation, c'est pas cohérent avec le discours qu'on contient. Voilà. C'est plutôt ça qui me gêne. Ensuite, il y a aussi une attitude de refus, hein, de refus. Euh, Moi, j'ai rencontré des gens, alors, des hommes politiques entre autres, mais même ce qu'on appelle des décideurs, quoi, qui ont un pari technique, un pari technophile. Scientiste. Enfin, pas scientiste, ouais, Pas ouais. scientifique, mais Technophile. technophile, voilà, Ouais. technoscientiste, c'est-à-dire Bon, on le progrès nous construit, sauvera. le Ouais. progrès nous sauvera, et on trouvera des solutions, bah, notamment la clim, quoi.
Hmm. Voilà, c'est vrai qu'il y Mais a... quand on n'a pas d'électricité pour faire tourner la clim. Alors, c'est une très, très bonne question. Ça montre justement que le changement climatique, dans tous ses aspects, hein, chaud, pluie, c'est une contrainte majeure pour la société. Une société qui a été construite sur un climat qui a été stable pendant, on va dire, des milliers d'années, hein, à quelque chose près, quoi. Donc comment on fait? Parce qu'en plus, Jusqu'à la révolution industrielle, c'est bizarre. oui, 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 bah c'est tout à fait normal. Alors, on peut quand même dire un mot là-dessus, hein. Moi, Hmm. il n'y a aucun doute que ce sont les émissions anthropiques de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement. Alors, effectivement, j'ai toujours, enfin souvent, le climat a toujours changé. Alors oui, le climat a toujours changé, alors, mais absolument. Sauf que, alors on va revenir 20 000 ans en arrière, et ça concernait la Corse, on était dans une période glaciaire, d'accord, où on avait 3 km d'épaisseur de glace sur l'Europe du Nord, il faisait 5 degrés de moins de température globale. Ensuite, ça a fondu et depuis, l'Holocène, enfin depuis, allez, pour pas fâcher personne, depuis au moins 4000 ans, le climat est relativement stable avec des oscillations autour d'un état d'équilibre. Notamment, voilà, le petit âge glaciaire qu'on nous jette à la figure, qui correspond à 0,5 degrés à quelque chose près et qui ne concernait pas le monde entier. C'est ça qu'il faut retenir sur ce changement climatique, c'est qu'il concerne tout le globe, tout le globe. Et il est absolument sans précédent, notamment dans sa vitesse, puisqu'on va prendre, globalement, on va prendre 5 degrés en 200 ans, au lieu de prendre 5 degrés en 9000 ans, hein. Une période glaciaire, c'est tous les 75 000 ans, et la transition dure 9000 ans, et pendant 9000 ans, il y a 5 degrés de réchauffement. C'est ça le problème du changement climatique, c'est sa brutalité. Et d'ailleurs, j'ai souvent repris, alors c'est un peu une espèce de coquetterie scientifique, euh, on parle de dérèglement climatique. Pour moi, il n'y a pas de dérèglement climatique, les lois de la physique n'ont pas changé. Par contre, dans le système climatique, du fait des émissions de gaz à effet de serre, on injecte, on va dire ça comme ça, beaucoup, beaucoup d'énergie. Le système climatique est en déséquilibre. Et donc tous ces éléments, le soleil, la composition de l'atmosphère, la biosphère, la cryosphère, tous ces éléments qui interagissent entre eux en permanence, il y a beaucoup d'énergie, et donc il y a une espèce de turbulence, un système non linéaire. Et c'est pour ça que... Alors le GIEC n'a jamais employé dérèglement climatique, il a employé changement climatique. Et c'est vrai que bouleversement climatique, comme on entend ces derniers mots, ça me convient plus parce que ça traduit un peu justement ce comportement brutal, chaotique, qu'on va devoir affronter, quoi. Bon, on a parlé de la température. On va recentrer sur quelque chose de plus concret et qui est très politique en Corse, c'est l'eau. La saison de recharge des nappes 2023-2024 a été la plus chaude jamais enregistrée en Haute-Corse. C'est 12,8 degrés en moyenne, il me semble, soit 1,9 degrés au-dessus de la normale, avec seulement 502 mm de pluie sur les 694 attendus. Au cœur de l'été, la moitié des ouvrages de suivi des nappes étaient à un niveau bas, à très bas, et les trois quarts sur le Cap Corse. Est-ce qu'on regarde là une mauvaise année ou la photographie d'un régime qui ne reviendra pas? Alors, en fait, quand on regarde l'évolution des cumuls annuels, depuis qu'on le mesure relativement sérieusement, il n'y a pas de tendance sur l'évolution du cumul annuel. C'est-à-dire, en gros, la Corse reçoit 8 milliards de mètres cubes. En 2022, elle reçoit 6 milliards de mètres cubes. En 2018, elle en a 11 milliards. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une variabilité interannuelle. Cette variabilité interannuelle, elle a toujours existé. Par exemple, je peux vous citer 1970, où il y a un vrai déficit annuel de précipitations. Et ensuite, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le changement climatique va augmenter cette variabilité. Donc on risque effectivement d'avoir une année sèche, 2 années sèches, et ça c'est grave parce que au-delà du fait que les barrages ont du mal à se remplir, il y a les sources et les nappes qui se rechargent pas. Et ça c'est plus inquiétant. Là, l'épisode que vous citez, il y avait dans le Cap Corse et même dans la région bastiaise des villages alimentés jusqu'à présent par des sources qui là ne coulaient plus. Vous voyez. Donc c'est pas qu'une histoire de remplissage de barrages, quoi. Bon, ça qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, le changement climatique est engagé, le cycle hydrologique est complètement bouleversé, on va avoir une variabilité interannuelle augmentée, il va falloir gérer l'eau. Moi, je sais pas si ça a déjà été fait en Corse, mais j'ai des exemples sur le continent où il y a des villages, ne serait-ce que sur le plateau des Mille Vaches, où il y a plus d'eau et en été, ils sont alimentés par camions-citernes. Oui, mais c'est arrivé aussi sur certains villages de Corse. Voilà. Les Pyrénées-Orientales qui ont été encore plus sèches que la partie orientale de l'île, effectivement, c'était un vrai problème et qui a duré.
Ce qui et en plus, le alors on dit: «L'eau tombe mal», hein, c'est exactement ça. Parce que même, je pense qu'il faut considérer l'eau maintenant comme vraiment une richesse Une ressource à stratégique. utiliser avec parcimonie, quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai été étonné, par exemple, les réactions qu'il y a eu quand la préfecture de Corse du Sud a dit vigilance sécheresse, alors qu'il avait plu tout l'hiver. Hein, on est cas. Mais en fait, on ne devrait même pas avoir cette réflexion-là. Maintenant, l'eau est une ressource rare. Donc, il y a sobriété tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et peu importe s'il y a une saison de recharge correcte, et en plus, il faut regarder comment l'eau tombe, parce que, en fait, moi, les saisons de recharge, vous savez, normalement, c'est de septembre à mars. Ça fait bien longtemps qu'en septembre, en octobre, voire en novembre, il n'y a que fin novembre que l'eau, enfin, les cumuls importants reprennent. Donc, déjà, la façon dont elle tombe sur les écosystèmes, c'est quand même plus compliqué. C'est souvent avec des événements, ce qu'on appelle humides, très violents. Donc, en fait, il faut vraiment avoir cette idée que l'abondance euh, et la disponibilité de l'eau, c'est terminé, quoi. Il faut y faire attention tout le temps. C'est quoi? C'est une dégradation structurelle des rythmes de recharge? Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, il y a un cycle hydrologique qui va être beaucoup plus contrasté. Et en fait, au-delà de l'eau, alors, il y a l'eau qui tombe, d'accord? Si éventuellement il y a un déficit, on appelle ça une sécheresse météorologique. Il manque de l'eau. Mais cette eau, la différence par rapport à l'année 70 où il manquait, elle tombe dans une atmosphère extrêmement plus chaude. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'évaporation. Évaporation, évapotranspiration par la végétation. Donc la végétation, l'île elle-même, ces systèmes naturels, consomme beaucoup plus d'eau. Et nous, évidemment, hein, notamment avec la saison touristique, alors pour les besoins physiologiques, mais aussi pour tout un tas de choses liées aux touristes, il y a de la consommation. Et donc d'ailleurs, sur l'épisode qui est cette année, on a constaté une augmentation dans la consommation d'eau potable. Donc moi, ça me semblait tout à fait naturel qu'on fasse très attention, parce qu'on sait maintenant que certes, il y a une saison de recharge importante, mais que si ça se trouve, il pleut de manière conséquente seulement en novembre, novembre cette année, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir ça maintenant dans l'appréhension de la ressource en eau. Vous parliez tout à l'heure des nappes qui ne se rechargeaient plus, et je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est est-ce qu'il y a un seuil après lequel certaines nappes justement côtières se salinisent et deviennent inutilisables parce que justement elles ne sont plus alimentées et Alors, il y a, il y a- 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 il y a deux éléments là. D'abord, Mm. sur la recherche des nappes, moi, je ne suis pas spécialiste, il faudrait plutôt aller voir un hydrogéologue. Mais bon, de manière naturelle, on a bien vu, ce que je vous ai cité, qu'elles ont du mal à se recharger et que les sources, effectivement, ont du mal à couler. Après, quand les fleuves ne coulent pas assez, les fleuves, effectivement, on a ce qu'on appelle des biais salés qui rentrent, qui remontent. En gros, la mer remonte et l'eau n'est pas potable. Et d'autant, ça risque d'arriver d'une part parce que effectivement, on va se retrouver avec des sécheresses cette fois, ce qu'on appelle hydrologique, c'est-à-dire un débit des fleuves moins important et avec une augmentation des niveaux marins, hein, ça c'est certain. Hein. Donc on peut comprendre que dans ces endroits-là, notamment sur le littoral, il y ait des intrusions d'eau salée, ça pose un vrai problème, quoi. L'eau n'est plus consommable. Cette eau justement qui manque l'été, regardons ce qui se passe quand elle revient trop vite. Novembre 2023, Ciaran Puy Domingo, en 48 heures, entre 150 et 180 mm d'eau sur certaines vallées, des crues historiques à 5,40 m, le pont de Baliri emporté à Corté, des vents à 140 km/h. Au total, c'est 1,3 milliard d'euros de dégâts et 517 000 sinistres à l'échelle nationale. La cinquième catastrophe météorologique française depuis 1990. Vous étiez encore en poste. Cet événement, au sens strict technique, était-il prévisible? Ah, il était prévu. En tout cas, il était très très bien prévu. Mais sur cet épisode-là particulièrement, Est-ce que vous en fait, pensez qu'il n'y a pas il a été dopé par le changement climatique. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, mais juste des lacunes d'aménagement? Il y a quand même une augmentation des intensités de précipitation, une augmentation des cumuls pendant les épisodes et une augmentation des surfaces touchées, multipliées par 4, depuis, notamment lié au changement climatique. Et c'est très simple. Hein. Il y a beaucoup d'évaporation, il y a beaucoup plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette vapeur d'eau, elle est disponible quand il y a un système qui est capable de l'exploiter et de restituer en précipitation. Sur l'épisode de la Restone, en fait, il tombe sur les sommets. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois hein, qu'il y a des cumuls très très importants. Mais
Moi, c'est une hypothèse. Après, j'en ai parlé même avec Antoine Orsine. Peut-être qu'il y a eu ce qu'on appelle des laves torrentielles, c'est-à-dire un rocher fragilisé par les canicules qui s'écroule et qui draine beaucoup, beaucoup de matériaux dans cette rivière. Et donc, effectivement, de toute façon, la société, nos ouvrages, en partie, ne sont pas adaptés à ces précipitations-là. Donc, c'est typiquement l'adaptation, hein. Vous avez évoqué des surfaces imperméables. Ça, effectivement, il faut absolument éviter parce que il n'y aura pas forcément une augmentation des crues, mais des inondations pluviales. En fait, ce qui pose vraiment problème sur la Corse, c'est ce qu'on appelle le ruissellement. C'est-à-dire des petits ruisseaux là, qui collectent énormément via les bassins versants des quantités d'eau énormes et qui ruissellent et qui emportent. Sierra Domingo, par exemple, c'est le village de Taude, hein, il est quasiment emporté. Hein, c'est quelque chose, quoi. Mais après, j'ai d'autres épisodes, hein, ça c'est récent. Mais moi, je me rappelle la première vigilance rouge en Corse, hein, en 2016. Il tombe 500 millimètres sur le relief. Le supermarché en bas est complètement, Florian, est complètement inondé. C'est catastrophique. On voit des images terribles de ponts, j'allais dire millénaires, mais en tout cas centenaires, qui sont emportés. Après, on a aussi des épisodes avant qui ont marqué la Corse. Moi, je me rappelle j'étais en début de carrière, de la Toussaint 93, hein. C'est, c'est pratiquement le record sur le territoire français, hein. On est à 936 millimètres en 24, en 36 heures, hein, 700, voilà. Et ça, moi, je m'imagine même pas cet événement-là enfin, qui prend sa place dans le changement climatique. C'est-à-dire qu'on multiplierait encore les quantités d'eau et effectivement les dégâts, vous avez raison. Dans vos réunions hebdomadaires avec les pompiers, est-ce que vous aviez anticipé cette intensité L'intensité des pluies, de Sioran et Domingo? en fait, pour le coup, ça vraiment, les quantités ont été bien prévues, Mhm. largement à l'avance d'ailleurs. Par contre, les dégâts, sauf que moi je m'occupe de l'eau qui tombe, hein, les dégâts sur la vallée, effectivement, personne n'y s'y attendait. Et même, j'ai travaillé dessus, notamment pour savoir la durée de retour, si vous voulez, de ce qui est tombé, notamment sur les crêtes. Pareil, l'EDF a travaillé là-dessus. Tous ces organismes-là ont été surpris par la réaction de Sévéline, notamment parce que, en termes de quantité d'eau, de durée de retour, on était plutôt 20, voire 50 ans. Donc, c'est un événement exceptionnel, mais ce n'était pas en termes de cumul, hein, je parle simplement de cumul, une durée de retour centrale. Ça n'a rien à voir avec la Toussaint 93. Depuis, il me semble que c'est des bouées qui ont été installées au large pour Alors pouvoir. ça, c'est pas la même chose, hein, ça, c'est pas la même chose. L'assurance Domingo, c'est ce qu'on appelle une tempête synoptique. C'est relativement facile à prévoir. D'ailleurs, ça a été bien prévu. Après, il y a malheureusement la catastrophe du 18 août 2022 qui a totalement surpris les services météorologiques, qui a même surpris les services météorologiques italiens, parce que ça allait jusqu'en Autriche, hein. Parce que c'est un phénomène. Alors pourtant, il est des classiques, ce qu'on appelle une ligne de grain. Donc cette ligne de grain, elle était vue arriver. Bon, on va pas refaire l'histoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à l'arrivée de la Corse, à peu près, à l'arrivée à proximité de la Corse, elle fait du 110 km/h. Donc, effectivement, les systèmes de prévision étaient en dehors du champ de l'intensité, on va dire ça comme ça. Et après, il faut de la surveillance. De toute façon, ce genre de phénomène, on va vraiment avoir du mal à être précis longtemps à l'avance. Donc, l'idée, c'est pour 24 heures, étudier un éventail de possibles, se préparer et ensuite surveiller et mettre. Et il faut qu'il y ait derrière ce qu'on appelle un système d'alerte précoce. Et ça, c'est essentiel. Ça, notamment, ça fait partie de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait des dispositifs d'alerte météorologique, mais aussi d'alerte à la population, de comportement, etc. C'est un peu ce que fait la vigilance météorologique, quoi. Mais à l'époque, il y avait un système qui n'existait pas, qui s'appelle France Alerte. Et notamment, c'est intéressant parce que ça existe aux États-Unis depuis longtemps. En fait, sur votre téléphone, sur l'endroit où vous êtes, il y a un SMS, attention, alerte. Et c'est intéressant parce que l'été, il y a beaucoup de population qui n'a pas accès à l'information météorologique, hein, les touristes étrangers. Et donc, ça, c'est un des moyens d'avoir un système d'alerte précoce solide, quoi. Voilà. On a parlé de l'eau du ciel. Maintenant, on va parler de celle qui est déjà là, celle de la mer, et ce qu'elle est en train de devenir.
La Méditerranée se réchauffe plus vite que les océans, environ 1 degré gagné entre 93 et 2020 contre 0,6 ailleurs. Et une anomalie de surface qui atteint 4,3 degrés au-dessus de la moyenne estivale lors des canicules marines de 2022. Or, l'herbier de Posidonie qui tapisse le littoral corse et nourrit toute la chaîne sous-marine voit ses faisceaux mourir à partir de 28 degrés. À quel moment ce seuil sur les fonds corses cesse-t-il d'être exceptionnel pour devenir l'été normal? Alors, je vais vous reprendre parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est sorti hier, justement, sur Est-ce que c'est les pire? réchauffements des océans. On n'est pas à 0,6, maintenant, on est plutôt à 1 degré. On est plutôt à 1 degré. Et sur la mer Méditerranée, on est au-delà du degré. Alors là, c'est pareil, 1 degré, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais il faut voir ce que ça représente, 1 degré. D'ailleurs, dans la communication météorologique, il y a toujours ces, ces- ces- ces chiffres qui sont avancés et on a du mal à ce que ça représente derrière. 1 degré d'élévation sur une mer qui a des fonds de 3000-4000 mètres, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et on voit d'ailleurs, là, il faudrait voir avec le parc marin, enfin, on voit, et les océanographes, on voit le type de poisson, etc., qui change, quoi, les barracudas, hein. Alors effectivement, c'est un problème, et notamment les vagues de chaleur marine partout dans le monde. Alors justement, dans ce rapport qui est sorti hier, que j'ai lu rapidement, on est à 60 canicules marines. Mais c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que, si vous voulez, pour le moment, on parle surtout de la température de surface. Vous voyez, quand on dit il y a 4 degrés en 2002, et là récemment, on est, je crois, à 4 degrés autour de la Corse par rapport à la normale là, au mois de mai. Mais attention, parce que si c'est qu'en surface, c'est pas si grave. C'est-à-dire que le moindre coup de Mistral va faire remonter les eaux froides et c'est terminé. Ce qui est plus gênant, c'est effectivement quand il y a des canicules atmosphériques qui communiquent leur énergie à la mer et une mer qui se déstratifie, c'est-à-dire qui devient chaude sur une profondeur importante. Et ça effectivement, ça pose problème. Et ça pose, mais c'est vraiment, vous avez raison de souligner ça, c'est un vrai problème. Parce que les océans, c'est des ressources halieutiques. Les océans, ils absorbent le CO2, ils absorbent la chaleur. D'ailleurs, il y a 90% de l'énergie en plus dans le système climatique qui est absorbée par les océans, avec justement une très très forte inertie. On parle souvent de l'inertie du climat, en fait, elle n'est pas si importante. Sur l'océan, elle est très importante. Sur le climat, par exemple, si on arrête on garde nos émissions de gaz à effet de serre à ce niveau-là, moyennant la variabilité naturelle, au bout de 10 ans, la température n'augmente plus. L'océan, la température va continuer à monter à cause de cette inertie que je suis en train d'évoquer, avec mais vraiment des problèmes graves, parce qu'elle absorbe du CO2, elle en absorbera moins si elle devient trop chaude, mais d'un autre côté, l'absorption de CO2 a tendance à augmenter le pH, à acidifier l'océan, avec même une difficulté pour les organismes marins à faire des coquilles, hein, je schématise, quoi. Donc effectivement, c'est un vrai problème, quoi. Qu'est-ce que ça déclenche la mort de l'herbier en remontant la chaîne? Ça doit déclencher beaucoup de choses. C'est typiquement le gros souci qu'on n'évoque pas quand on parle du changement climatique, c'est l'atteinte des écosystèmes par le changement climatique. Et c'est d'autant plus à prendre en compte qu'il y a aussi une prédation des écosystèmes, enfin presque une destruction de fait de nos activités hors changement climatique. Et donc quand j'entends parler de réparation écologique, alors le mot réparation, pourquoi pas, mais il y a vraiment de l'ingénierie sociale là-dedans, hein. C'est comme quand on parle de développement durable. Qu'est-ce qu'il y a derrière le développement durable? C'est très simple, on est quand même sur un modèle, alors je déborde un peu de la méthodologie, un modèle de croissance, hein, on est là-dedans. Et d'ailleurs, ça m'est souvent opposé quand je dis, mais voilà, il faut absolument diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Je dis, oui, mais on n'a qu'à faire du captage de carbone. Il y a vraiment ce sentiment que, oh, on y arrivera bien. Enfin, pour revenir là-dessus, je ne sais plus ce que je disais. euh, Qu'est-ce que je dis? Oui, le développement durable, voilà, j'étais là-dessus. 2% de croissance, à l'horizon 50 ans plus tard, on est à 170% de croissance. Notre croissance, elle est faite sur une extraction des ressources terrestres. Donc au bout d'un moment, je pense que continuer à réfléchir, à penser, Il va y avoir un point de rupture. je ne sais pas, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que penser l'adaptation au changement climatique, des atténuations de gaz à effet de serre dans un système qui, en gros, ne marche qu'à la croissance, hein. L'économie actuelle ne marche qu'à la croissance. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il faudrait le penser autrement.
Et c'est pire que ça, hein. Il y a il peut y avoir des maladaptations à cause de ce mal pensé, hein. Par exemple, moi je ne suis pas contre les voitures électriques, il faut décarboner, mais si c'est pour faire des voitures, je ne vais pas citer la marque, à 400 chevaux qui peuvent faire 800 km sur une batterie énorme, ça veut dire il va falloir faire des trous dans la terre énormes. Ce qu'on ne sait pas, c'est que euh, le métal, hein, l'exploitation minière, d'abord, elle est très polluante, et c'est une ressource qui est. Enfin, les taux de rendement sont très faibles, quoi. Donc, ça aussi, ça devrait être pensé. Mais il y a toujours, j'ai l'impression, ce modèle, hein, ce paradigme qu'il faut de la croissance pour que la société aille mieux, on ne peut pas faire autrement. Et tant qu'on pensera ça, je pense qu'on va avoir du mal même à s'adapter. Est-ce que vous avez vu apparaître des espèces qui n'étaient pas là? On parlait du barracuda, mais il y a la girelle pan. C'est quoi? C'est anecdotique ou c'est un basculement? Alors ça, il faudrait poser la question Oui. à des spécialistes. En tout cas, moi qui pratique la natation en mer, je peux vous dire que dès les années 90, on voyait déjà des barracudas. Ils sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est certain. Donc oui, oui, il va y avoir des espèces qui ne seront plus endémiques qui vont arriver, c'est certain. Maintenant, on peut peut-être faire confiance, si vous voulez, à la biodiversité, notamment si elle est soutenue. La biodiversité, c'est des extinctions d'espèces, mais aussi c'est des nouvelles espèces. Donc là-dessus, je serais prudent sur les conséquences. Dans une certaine limite, on peut parier sur la nature, sur son adaptation. Donc on a parlé de la mer, on va voir ce qui vient juste après la mer, le littoral. Le BRGM a cartographié que 60% des côtes sableuses corses présentent une sensibilité forte à très forte à l'érosion et 35% du linéaire rocheux autour de Bonifacio, du Cap et de Calvi. La plaine orientale, de Bastia à Solenzar, est à la fois la plus exposée à la submersion et la plus frappée par la sécheresse agricole. Une même bande de terre va donc cumuler la mer qui avance et l'eau douce qui manque. Quand vous regardez ce qui continue à se construire sur cette bande, qu'est-ce que vous vous dites? Alors on va reparler des océans. On va reparler des océans qui euh, captent une grande 90%, 95 à peu près, entre les deux, ce chiffre-là, de l'énergie supplémentaire du système climatique en déséquilibre. Donc la conséquence de ça, et c'est un calcul qui est post-simulation atmosphérique, c'est on va faire fondre les glaces, donc ça va monter, et il y a surtout une dilatation thermique. Donc à l'horizon 2050, on aura 25 cm d'élévation du niveau de la mer, élévation graduelle, et à l'horizon 2100, on sera 75 cm. Donc oui, il faut reculer. Mais surtout que bien avant ça, bien avant cette élévation graduelle, il y a les niveaux marins extrêmes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la tempête Adriane en 2018, qui a été une tempête très très maritime, on va dire ça marqué, qui est un événement composite d'ailleurs, qui mêlait le vent, les précipitations, etc. En fait, elle a fait beaucoup de dégâts parce qu'elle était dans un système dépressionnaire. Donc la dépression était à 980 hectopascales. Donc ces basses pressions ont un effet sur le niveau marin. C'est un peu comme une seringue, ça fait monter le niveau marin. Donc du coup, les vagues interviennent dans un niveau d'eau beaucoup plus haut et donc vont pouvoir déferler beaucoup plus en aval sur le rivage et éventuellement frapper les infrastructures. Donc ces niveaux marins extrêmes, c'est logique, hein, il y aura une surcote pratiquement permanente, c'est-à-dire toutes les prochaines tempêtes vont forcément avoir beaucoup plus de dégâts. Donc il y a les niveaux marins, il y a l'élévation graduelle des niveaux marins, donc, qui inciterait d'ailleurs à ne pas construire. Notamment, j'ai évoqué l'inertie. Et là, je vais donner un chiffre très très important. On est sur les scénarios actuels à 1 mètre, peut-être 1,50 m. Je vous parlerai après de la MOC, qui est une incertitude actuelle qui devrait être étudiée, à 1,50 m d'élévation du niveau global dans la mer. Une élévation qui s'accélère, hein. Sur la Méditerranée, on a 2,4 mm par an depuis une dizaine d'années. C'est énorme. Et, mais ça va aller au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, si on a une réflexion presque naïve, de toute façon, ça va monter. C'est-à-dire, après 2100, ça continuera à monter. On a des projections, même pour des scénarios euh, très vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à 3 mètres à l'horizon 2200, quoi. Donc, quand on pense le bâti, euh, faire une maison, on ne la fait pas pour 20 ans, quoi. Donc oui, il faut absolument reculer. Il faut reculer d'autant plus que euh, pour lutter, s'adapter à ces niveaux marins extrêmes, c'est très intéressant d'utiliser ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. En gros, que les dunes se reconstruisent, qu'une végétation se mette au-dessus, et lors des niveaux marins extrêmes,
Du coup, il y aura moins d'impact et le littoral devient plus résilient. Ce fameux mot là qui est souvent utilisé actuellement, quoi. Est-ce que vous avez été consulté, ne serait-ce qu'une seule fois, concernant la localisation d'un projet d'aménagement littoral? Oui, plusieurs fois. En fait, la ville d'Ajaccio, par exemple, a demandé une étude sur la plage de Saint-François. Donc, avec les moyens qu'on a, bon, après, c'est pas seulement le service météorologique qui intervient là-dessus, hein, il y a le BRGM. Mais oui, oui, il y a, notamment pour protéger cette plage de Saint-François. Oui. Est-ce qu'il y a un niveau de montée des eaux à partir duquel les infrastructures insulaires actuelles deviennent intenables? Ah bah, il faudrait calculer, effectivement. Alors, pour le coup, c'est un vrai calcul du BRGM, hein, puisque là, c'est. Donc, nous, on monte. Alors, il faut faire attention parce que euh, il y a des éléments locaux, quoi. Des élèvements locaux, hein. Il y a, donc moi, quand je dis 25 centimètres, c'est un point au large de la Corse, enfin, à proximité, 75 centimètres au 2100. Mais après, il y a un vrai travail sur la bathymétrie, la pente, etc. Très clairement, la plaine orientale que vous avez évoquée, je pense qu'elle va effectivement être rongée, quoi. Ça, à l'horizon, au-delà de 2100, elle va être rongée, quoi. Et c'est un vrai problème parce que c'est quand même une région agricole. Effectivement, ces dernières années, on voit que la ressource pour l'irrigation, on va dire c'est comme ça, et de plus en plus, doit de plus en plus être importante. Qu'est-ce qu'on fait? Alors typiquement, c'est de l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est un vrai sujet, l'adaptation, parce que jusqu'à présent, on fait beaucoup d'adaptation réactive, alors qu'il faudrait plutôt faire de l'adaptation anticipative. Elle est prévue, hein, quand la CDC fait Prospectiva 2050, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, hein. Donc il y a des projets de société liés, et de mon côté, je trouve ça, enfin, c'est gratifiant. Il y a dans les 4 scénarios, 2,8 degrés d'augmentation de la température sur la Corse, quoi, avec ce que ça découle en termes de conséquences qu'on vient d'évoquer, de ressources en eau, etc. Le MEDEC estime que d'ici 2050, la moitié des 20 villes mondiales les plus endommagées par la montée des eaux seront méditerranéennes. Est-ce que la Corse fait partie du club? Moi, je pense que on a quand même une côte rocheuse avec un plateau, enfin des failles très, très proches, quoi. Donc, oui, la plaine orientale, et puis, bon, il y a des constructions sur le littoral ajaccien qui effectivement disparaîtront. C'est pas la peine de se le cacher, à plus ou moins long terme, quoi. Mais sur la Méditerranée, c'est bien que vous citiez le MEDEC, puisque c'est un rapport spécial Méditerranée. Alors, on a souvent entendu dire que la Méditerranée est un hotspot du changement climatique. C'est un terme qui a été employé en 2006, mais c'est pas tellement qu'elle se réchauffe plus qu'une partie du globe, hein, et toute l'Europe se réchauffe. C'est surtout qu'elle réunit tous les facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc, on peut les parcourir. L'élévation du niveau de la mer, notamment avec ces grands deltas qui vont être exposés. Le cycle hydrologique complètement bouleversé avec des aridités estivales qui vont s'étendre, de plus en plus sévères. Il y a aussi les événements extrêmes, et notamment les événements composites, c'est-à-dire qui réunissent tous les phénomènes météorologiques conséquents. C'est-à-dire que 2019, quand l'aéroport est inondé, il y a de la pluie, une tempête maritime, une crue, et tout ça, c'est à gérer par les services de sécurité civile. Donc ça, il faut s'en prémunir. Et donc la Méditerranée est un hotspot du changement climatique parce qu'elle réunit tous les facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc il va falloir lutter contre ça avec, pour la Corse, on l'a bien vu, hein, un problème si on reste avec une activité agricole sur la plaine orientale. En tout cas, on peut se poser la question. Moi, je n'ai pas de solution pour dire il faut absolument terminer à telle date la production agricole, je ne la connais pas assez. Mais on peut penser à nouveau, penser complexe, hein, puisque Edgar Morin, le pauvre, nous a quittés il y a peu, mais au-delà de penser complexe, penser totale peut-être. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture en Corse? Est-ce qu'il y a une idée de monter, par exemple, en altitude, hein, et donc là, je fais un aparté là-dessus. Il y a une adaptation, par exemple, j'ai travaillé dessus avec Jean-Pierre Acquavive sur le domaine d'Alciprate. Il a monté ses vignes. Il a vu que ces derniers On a un temps, épisode prévu là-dessus. bon, On va en parler, voilà, vraiment. le bilan Ouais. hydrique devient de plus en plus sévère. Il avait des terres, donc on a fait une projection climatique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des outils, hein, pour dire. Alors, c'est pas sans risque, hein, c'est pas sans risque. Et je reviendrai dessus Surtout que éventuellement. si on consulte le plan terrier, on voit que 2 siècles en arrière, les vignes étaient à 400-500 mètres d'altitude. Bah, par exemple, en tout cas, bon, pour finir sur la Bon, oui, voilà, Méditerranée, oui. facteurs Oui. climatiques générateurs, on cumule tout. Et c'est dans ce sens-là avec, bon, après, il y a la Méditerranée du Sud. Pour eux, c'est terrible, hein.
pour la Corse, moi, j'ai quand même une vision un peu optimiste. Alors, on a un relief quand même très très élevé. Donc, et encore une fois, les cumuls annuels, je ne les vois pas diminuer à l'horizon 2050. On les voit faiblir à l'horizon 2100, seulement faiblir. Par contre, les cumuls estivaux, oui, cela diminue. Donc, on va devoir affronter, et on revient sur cette histoire de ressources en l'eau, des saisons de recharge beaucoup plus courtes, à mon sens. En tout cas, c'est ce qui se dessine à l'observation et c'est plus ou moins ce qui est prévu. Même si la prévision va devoir s'améliorer, je vous dirai pourquoi. Donc, des saisons de recharge beaucoup plus concentrées et des aridités estivales qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et je vais vous donner un chiffre sur l'aridité estivale, hein, sur les projections, sur la trajectoire actuelle de réchauffement, sur le littoral. À l'horizon 2050, on est à 6 mois d'aridité et à l'horizon de 2100, on a 7 mois d'aridité. Quand je dis aridité, on a pour mesurer cette aridité un indice d'humidité du sol qui va de 0 à 1, hein, et quand il est sous 0,4, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau dans le sol pour que ça soit exploité par les plantes. Donc ça veut dire qu'à l'horizon 2080, on a 7 mois d'aridité estivale sur le littoral. Qu'est-ce qu'on fait pousser? C'est possible, mais il faut irriguer. C'est pas grave, on fera de l'hydroponique. Par exemple, vous avez raison, voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas avoir un discours catastrophique, mais il faut essayer de penser vraiment ce qui peut arriver, en tout cas pas se voiler la face et surtout ne pas réfléchir à des solutions brutales et surtout technophiles, quoi. Ça, je pense qu'on peut pas, il faut vraiment sortir de ça, quoi. Et donc, pour revenir sur la ligne, effectivement, on voit qu'il y a eu des sommes de température suffisantes à Pogiol, c'est là pour la maturation du raisin. Le bilan hydrique est beaucoup plus satisfaisant. Il y a un risque de gel plus tardif. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Alors, puisque j'ai la parole, je vais en parler. Euh, Ça a été beaucoup dans les journaux. Il y a une. Sur ce que vous avez dû en parler de ça, de la MOC, c'est-à-dire circulation de retournement atlantique. Alors, il y a vraiment un défaut dans la presse, c'est le mode de diffusion de cette information. Donc on entend de tout, il y a vraiment un drama à chaque fois. Alors pour faire le point là-dessus, on a des indices, il y a un cold blob sur l'Atlantique, donc c'est le seul endroit pratiquement de la planète où ça ne se refroidit pas, et ça pourrait être effectivement un ralentissement de ce qu'on appelle la MOC, c'est-à-dire un grand courant, enfin il y en a plusieurs, qui prend de l'énergie, de la chaleur sous les tropiques et qui l'amène, voilà, qui essaye de répartir l'énergie. C'est un grand moteur. Et donc, depuis toujours, ça fait partie de ce qu'on appelle les tipping points, c'est-à-dire ça peut être des points de basculement. Et jusqu'à présent, dans les rapports du GIEC, c'était éludé. Ouais, ça risque d'arriver, mais on n'est pas sûr avec ça. Les indices qui montent là, et les nouvelles simulations montrent que ça pourrait arriver même avant 2100. Et donc ça, c'est presque, ça pour le coup, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle parce que du coup, l'Europe va peut-être moins se refroidir, mais en fait, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Atlantique, c'est pas une bonne nouvelle pour les écosystèmes, et surtout, ça risque de faire un climat encore plus contrasté, c'est-à-dire avec des descentes froides beaucoup plus importantes et éventuellement des canicules encore plus importantes. Donc un climat qui fait le Il yo-yo. y a un lieu commun qui dit que en fait les intersaisons vont complètement disparaître. Il y aura plus d'automne, il y aura plus de printemps, Il y a un mais peu de ça. Et c'est ouais. surtout qu'on peut avoir, par exemple, un mois de février parfaitement doux, et d'un seul coup, en 4 jours, on perd 10 degrés. Et donc ça, c'est vraiment, par exemple, sur l'adaptation de la vigne, c'est un risque à prendre. Ceci dit, ça sera de moins en moins fréquent en termes d'intensité de froid. Voilà. Avant la mer et la sécheresse, il y a quelque chose de plus discret qu'on regarde rarement comme tel, c'est le matériau en lui-même. On se représente le réchauffement comme une affaire de voitures et d'avions, mais le bâtiment et la construction pèsent à eux seuls 37% des émissions mondiales de CO2 et le ciment 7 à 8%. S'il était un pays, ce serait le troisième émetteur de la planète. Le béton est le matériau artificiel le plus produit au monde, 14 milliards de mètres cubes par an. Est-ce que, dans la tête des gens et dans celle des décideurs en Corse, le lien entre couler du béton et réchauffer le climat est fait? Alors bravo, bravo. Parce qu'effectivement, il y a une focalisation de la décarbonation de la voiture. Alors effectivement, sur le territoire français, c'est un poste très important. Mais au niveau mondial, c'est pas vrai. Au niveau mondial, effectivement, la voiture, c'est pas ce qui représente le plus. Et oui, faire du bâtiment, ça consomme du CO2. Faire du bâtiment comme actuellement, ça consomme du CO2. J'ai pas de réponse à ça, mais effectivement,
je reviens à cette histoire de croissance et de développement durable. Au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'est des paroles délicates, hein, parce que je comprends que le fameux PIB, il dépend beaucoup de la construction du développement. Mais si on vous dit qu'au bout d'un moment, c'est impossible, notamment parce que l'exploitation minière va apporter ses limites, parce que on va avoir un climat pratiquement invivable, parce qu'on parle de la Corse, de la Méditerranée, mais actuellement, les Indiens ont des canicules à 40 degrés, avec un taux d'humidité énorme. Il y a des régions de la planète, si on continue sur un réchauffement climatique important, qui ne seront pas habitables. Alors, on On s'en peut... fout, c'est le Sud. Oui, alors, ok. Alors, je vais même faire... bon, vous savez, il y a quand même un vrai discours sur l'immigration actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, il y a des millions de gens qui vont devoir se déplacer. Les réfugiés climatiques. Ouais. Oui, des réfugiés climatiques. Et nous, je pense même qu'on devra fonctionner peut-être différemment dans notre organisation sociale, hein. Quand il y aura 50 degrés et avec des canicules très précoces, comme on a vient de cette année, mais plus importantes, qu'est-ce qu'on fait du système scolaire? Enfin, tout un tas de choses. Vous voyez qu'il y a une implication, et c'est pas à moi de répondre là-dessus. Le discours, je pense que la météorologie, c'est le discours d'un scientifique sur d'autres sujets, c'est dire voilà ce qui va se passer, je- qu'est-ce qu'on fait de ça? Et ça doit être pris en compte. Pour fabriquer c'est pas pour rentrer dans la technique, mais vous allez comprendre. Pour fabriquer le ciment, on cuit le calcaire à 1450 degrés, une émission qu'aucune voiture électrique ne compense. Est-ce que le grand public en a conscience? Ah non, je pense pas. Non, 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 non. Non, il y a vraiment un discours, en tout cas en France, hein, après même sur le monde, sur une décarbonation, énergie renouvelable, et puis voiture. C'est surtout ça qu'on entend, hein. Les éoliennes, c'est Ouais, des marronniers, oui, ça. Hein, oui, oui. ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend. Sachant que, enfin, franchement, j'ai du mal à penser à un système 100% énergie renouvelable avec notre niveau de consommation actuel. Après, c'est pareil, il faut faire des calculs, il y a des ordres de grandeur, etc. En fait, ce qu'il faut surtout, je pense, c'est une planification, quoi. Une planification. Et c'est un peu contraire, je suis Ça désolé de le voudrait dire dire. qu'il faudrait politiser l'environnement. Oui, oui, mais Mais c'est un peu enfin, contraire à ce qui se passe. On voit bien qu'il y a ceux qui guident actuellement les sociétés. C'est même pas, comment dirais-je, quelque chose d'étonnant, ce que je veux dire. C'est le marché, on le sait bien. Donc, il n'y a pas d'action publique suffisante, à mon sens, pour faire une planification, pour faire un projet. Et c'est ce qu'il faut pourtant. Il faut vraiment qu'il y ait. Alors, les politiques, quand on dit les politiques, il y en a qui comprennent très bien. Il y en a. Mais bon, pour beaucoup, c'est quand même une administration à court terme de l'économie et de la société. Donc, en tout cas, pour revenir à votre question, non, on ne soupçonne pas à quel point la construction enfin, émet du CO2. Et on peut même dire quelque chose de radical. On peut même dire, dans un climat qui se réchauffe de manière extrême, une résidence secondaire n'a pas de sens. On peut le dire. Une résidence secondaire occupée un mois par an n'a pas de sens. Vu les externalités négatives sur les écosystèmes, sur les émissions de CO2, là, ce que je suis en train de dire, je vais en entendre, hein. Mais vous comprenez bien que là, c'est une histoire, c'est un peu de la provocation. C'est penser plus, penser complexe, penser total. On peut plus penser, je pense, je me répète, on peut plus penser comme avant. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. peut-on lutter contre le réchauffement tout en bétonnant le littoral? Bah, pour moi, non, 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 non. Non, il y a encore une fois, il y a des solutions fondées sur la nature. Faut pas penser que les digues vont être suffisantes pour l'élévation du niveau de la mer. En plus, les digues, une fois que c'est débordé, l'eau s'en va plus. C'est pas. Alors ponctuellement, pourquoi pas, hein, dire, moi, j'ai pas envie que la citadelle d'Ajaccio soit attaquée, donc on peut mettre des infrastructures. Mais effectivement, le penser à nouveau bétonner, etc., construire dur sur la désolation, non, ce sera pas suffisant, quoi. La canicule, ça aussi, c'est. D'autant que, vous l'avez dit, attention, le béton, ça imperméabilise les sols, hein. J'allais y venir. Attention, hein. Mais il y a, le béton, il est catastrophique parce il y a son impact rien que sur sa production. Et après, une fois mis en place, il est tout aussi nocif. Oui. Justement, la canicule frappe plus fort en ville à cause du béton lui-même. Est-ce que ça se constate à Ajaccio et à Bastia? Ah, bravo, bravo pour la question. Là, vous évoquez ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Alors, La quoi, pardon? l'îlot de chaleur urbain. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Si vous voulez, c'est le,
le gradient de température, c'est-à-dire l'augmentation de température qu'il y a entre la périphérie des villes, qui est encore à la végétation, et l'intramuros, où il n'y a plus que du béton. Alors le phénomène, c'est très simple. C'est que le rayonnement solaire, il est absorbé, il est consommé en partie par la végétation, quand il y en a, alors qu'il est stocké dans les murs quand il n'y a que des murs. Et donc, cette chaleur stockée dans le béton, hein, elle est restituée la nuit. Ce qui fait qu'il y a des exemples sur la canicule de 2003 à Paris, on est à 8 degrés d'écart entre intramuros et les périphéries. Moi-même, j'ai testé en quelque sorte. Alors, c'était quand que j'avais fait ça? Il y a quelques années. J'étais allé mesurer la température avec un thermomètre d'ailleurs étalonné. Hein, je ne suis pas allé avec un truc. J'étais allé avec une sonde de température à la CCAS à Portich. On était à 26 degrés. Je suis rentré chez moi, j'étais à intramuros. On était à 30 degrés à minuit. D'accord. Donc, oui, il y a un îlot de chaleur urbain. Et l'îlot de chaleur urbain, euh, pensez la clim pour l'utiliser. Alors, quand on ne peut pas faire autrement, évidemment, on ne va pas laisser, on va dire, des EHPAD crever de chaud, etc. Mais voilà, sur le temps long, pensez des habitations isolées, pensez des habitations ventilées. Les écoles, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la clim. Vous voyez, il y a vraiment une urgence à, euh, à penser ça. Et pareil, sur l'îlot urbain, la climatisation elle-même va rejeter de la chaleur. Pas toutes, hein, on peut penser clim sèche, on peut penser un circuit d'eau pour pas absorber, mais oui. Et d'ailleurs, le prochain exercice du GIEC portera une attention particulière à ces îlots de chaleur urbains, parce que les canicules devenant de plus en plus fréquentes, effectivement, ils deviendront de plus en plus conséquents sur la physiologie humaine. Toujours sur le béton, entre le vote du plan d'aménagement de la Corse en 2015 et aujourd'hui, 2300 hectares ont été artificialisés sur l'île, 23 millions de mètres carrés, le plus souvent pour des résidences secondaires sur le littoral et sur des terres fertiles. À l'échelle de l'île, c'est 55% des logements créés en 15 ans qui sont des résidences secondaires, bâties pour l'essentiel sur le littoral. Quand vous posez votre carte de la chaleur et de la sécheresse sur cette carte de l'artificialisation, est-ce que les deux se superposent? Non, on n'est pas assez précis pour le moment pour mesurer ça. On n'a pas un capteur de température tous les kilomètres. Par contre, on peut faire une spatialisation, effectivement. Et puis, on a quand même des modèles numériques très très précis qu'on appelle des modèles urbains qui peuvent étudier. Par exemple, on peut très bien, c'est pratiquement sur étagère, mettre la ville d'Ajaccio avec tous ses bâtiments, c'est les quelques arbres qu'elle a, et les zones marécageuses, etc. Et puis, tester, par exemple, qu'est-ce que ça fait de mettre un parc urbain ici, quel effet sur la température, quel effet sur le ruissellement, quel effet de la végétalisation. Mais on ne peut pas lier, si vous voulez, pour le moment, le réchauffement climatique constaté sur la Corse à cette augmentation de résidences secondaires. Par contre, effectivement, de manière précise, ça c'est certain, il fera plus chaud. Il fera plus chaud dans toutes les villes intramuros qui auront beaucoup de béton. Ça, c'est certain. Bétonner un sol, c'est supprimer sa capacité à absorber l'eau et à se rafraîchir. Aggrave-t-on inondations et canicules en même temps? Oui, oui. Et alors, vous avez entendu que l'Europe se réchauffe plus que le reste du monde. Alors, sur l'Europe du Nord, c'est très simple, hein, c'est que les surfaces blanches sont de moins en moins importantes. Donc, la neige, hein, c'est les surfaces blanches, la glace sont de moins en moins importantes. Elles avaient un effet de réflexion, ce qu'on appelle un albédo important. À partir du moment où il fait plus chaud, elles fondent, elles deviennent de moins en moins importantes, et il y a une rétroaction positive, c'est-à-dire un sol noir absorbe plus de chaleur. Et donc, sur la Méditerranée, c'est pas tout à fait le même processus, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau dans le sol. Et l'énergie solaire, quand il y a de l'eau dans le sol, elle l'évapore. Donc, il y a une partie de l'énergie qui est dissipée. Donc, effectivement, il y a inondation et canicule, c'est un peu lié dans ce sens. C'est un peu lié dans le sens où, en tout cas, peut-être pas inondation, mais euh, déficit hydrologique peut aggraver les canicules. Je vous propose de faire un petit pas de côté pour voir ce que font nos voisins en Méditerranée. Au Baléares, le gouvernement a décrété en 2022 un moratoire de 4 ans gelant la création de nouvelles places touristiques et une écotaxe est en place depuis 2016.
À Barcelone, le tribunal constitutionnel espagnol a validé en mars 2025 la suppression de 10 000 meublés touristiques d'ici fin 2028 pour rendre des logements aux habitants, alors que les loyers y ont augmenté de près de 90% en 5 ans. Sous une contrainte foncière comparable à la nôtre, ces territoires ont posé des limites. Qu'est-ce qui empêche la Corse d'en faire autant ? Vous me posez ça comme question à moi. C'est difficile ce que vous me posez. Moi, je pense que c'est nécessaire. Alors, et c'est d'ailleurs dans Prospectiva 2050, c'est évoqué, quoi. Alors, c'est pareil, il faut faire attention au vocabulaire, il y a surtourisme. Non, il y a du tourisme, qui, au bout d'un moment, doit être régulé. Au moins, on va être gentil, il faut être régulé. Mais il y a pas seulement les résidences secondaires, il y a la préservation des écosystèmes. Il y a des Vous avez, espaces marins remarquables qui perdent oui, leur il label. y a, mais même à l'intérieur des terres, par exemple, comment s'appelle ce canyon vers Porto avec Porcarache? Pour Carat, tiens. Voilà, tout le monde râle, effectivement, quand on habite là, qu'on peut plus y aller, sauf sous vide, ça fait mal. Mais d'un autre côté, si c'est la solution pour le préserver, alors là, en l'occurrence, il y a aussi un problème de sécurité. Mais ce GR20 qui reçoit la randonnée, c'est le sport qui est en vogue. Enfin, ce piétinement sur les GR20, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il y a toujours cette idée, il faut la liberté, etc. Mais sauf que la liberté, peut-être qu'elle a une limite. Je veux dire, il s'agit de garder une planète habitable. Il Elle n'a s'agit pas de une limite. préserver les La écosystèmes. liberté, elle n'a pas une limite, elle a un coût. Elle a aussi un coût. C'est surtout ça. C'est Oui, à quel point, en fait, politiquement, on va assumer de payer le prix de ce tourisme, mais qui, clairement, en fait, endommage l'environnement dans lequel on évolue. oui. Alors là, vous parlez d'un coût écologique, hein. On est d'accord, hein. C'est Oui, pas, oui. c'est pas Ah une oui, oui, histoire. oui. Non, non, C'est je une parle histoire pas de de, finance, je hein. parle, je On parle est pas de d'accord. finance. Hein, non, Si ça pouvait se régler simplement avec un coût à convergence, ça serait presque bien. Donc alors, encore une fois, bon, comme citoyen, moi, je me dis, c'est plus possible, en gros, vu les externalités négatives, vu les contraintes, la contrainte majeure du changement climatique, mais la contrainte majeure aussi sur la biodiversité. D'ailleurs, on pourra revenir là-dessus sur une erreur qui, je pense qu'il faut ne pas faire, c'est la focalisation sur le CO2 et sur le changement climatique. Il faut faire attention à ça parce que ça peut conduire à une maladaptation. Et on l'a évoqué par exemple avec les voitures, hein. Si c'est basculer le problème du CO2 sur de l'exploitation minière, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Il y a un vrai problème sur les exploitations minières. J'ai oublié là, cette chercheuse qui parle de toutes ces mines abandonnées. Ah, c'est Aurore Stepan. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Elle a un discours très très intéressant. Qui deviennent des Et bombes. moi j'ai écouté, il y a des chiffres faramineux. Ouais, c'est C'est-à-dire que terrifiant. pour, je dis n'importe quoi, mais en gros, on est à 1% de rendement sur une terre rare ou sur de l'or, hein. C'est-à-dire qu'il faut extraire 1 tonne de minéraux pour garder 1 gramme du métal que vous voulez, quoi. C'est terrifiant. Pour se reconstruire. Alors qu'on pourrait, tiens, je vais vous interrompre. Vous savez qu'en Asie, les structures des bâtiments peuvent être faits en bambou, hein. Oui, mais c'est des communistes. Peut-être qu'un jour, on devra penser. Vous savez, si vous discutez avec des architectes qui ont complètement intégré le problème, ils pensent en fait très On a un gros adaptation locale. On a un gros épisode sur l'architecture. Alors, un gros Ouais. épisode. Oui. On a Alors, on a un très bel bien, épisode très qui bien. arrive. Vous en faites pas. C'est Très pensé. C'est pensé. Ah ben oui. De toute façon, c'est la réponse environnementale et écologique. Elle ne peut être que globale. Elle Oui, ne oui, peut, c'est elle ne ça. peut être que politique. Il y a un poncif qui dit, c'est un peu une formule vide, mais l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Vous voyez? Mais Alors moi, à titre personnel, j'aime bien ça, mais le jardinage. non, pas le jardinage, mais la formule. Hmm. La formule, oui, très clairement, c'est ce qu'on évoque. Je veux dire. Non mais bien sûr. C'est Tout l'épisode il repose voilà, sur ça. moi, cette histoire de développement durable qui vient d'une traduction anglaise, développement soutenable, je voudrais que ça soit pensé, quoi. Voilà. On va revenir à notre sujet. Les Canaries, après une manifestation pardon. de 60 000 personnes, négocient avec Bruxelles la limitation de l'achat de logements par des étrangers et l'instauration d'une écotaxe. A l'inverse, le Cap Bon tunisien offre le contre-modèle, un tourisme greffé sur des nappes déjà surexploitées et l'effondrement agricole qui suit. Donc au final, c'est quelque chose de hautement politique, non ? Oui, c'est complètement politique et c'est une erreur.
Vous, pendant ce temps, vous produisez la donnée qui aurait pu fonder ces choix. Parlons de ce qu'on a fait. Vous siégez au comité scientifique du plan du bassin d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau, aux côtés de l'INRA et de la Star Réseau de l'Université de Corse. Ce plan a produit des recommandations précises. La collectivité a lancé une planification écologique en 2022. Les documents existent. Ils citent vos projections de plus 4 degrés en 2100. Entre le plan écrit et la politique appliquée, quelle est la distance réelle et l'application surtout? Ah, mais moi, je crois que c'était une très bonne solution et qui va être mis en œuvre, hein. Moi, je pense qu'il va être mis en œuvre. Et vous avez vu j'ai longtemps aussi été dans ce qu'on appelle les comités de suivi hydrique, ou les cellules sécheresse. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce problème de sécheresse, ça fait longtemps que la Corse les affronte, hein, avec des moyens, des retards d'infrastructure. Très clairement, il n'y avait pas assez. Et là, quand vous voyez d'abord comment on va dire, l'Office d'équipement hydraulique a compris le problème, hein. C'est-à-dire que, bon, ok, les grands barrages, déjà, ça prend 20 ans, on a des incertitudes, il faut que l'eau potable, parce que si ça se trouve, il y a des blooms d'algues, ça va être compliqué, et puis il y a une urgence, quoi. Et donc, déjà, ils mettent en avant sobriété. Sobriété d'abord. Voilà, on revient à notre discussion initiale, hein. Si on considère l'eau comme une ressource, une richesse extrême à préserver, mais quoi qu'il arrive, on pense la sobriété plus facilement, quoi. Alors je vais faire une boutade. Moi, quand je vois un voisin, alors qu'il y a un arrêté sécheresse, qui arrose son 4x4 avec son tuyau, stop, quoi, stop. Donc, et il rehausse les barrages, et puis il y a des actions transversales avec les agriculteurs, justement, qui mettent des sondes, qui économisent l'eau, etc. Il y a des pratiques agricoles qui devraient être développées. L'agroforesterie, par exemple, est très, très importante. Très importante. Et si on pense, justement, réinvestir à l'intérieur de l'île, le rural, alors il y a plein de sujets. Il y a Jean Sort, par exemple, qui parle du pastoralisme. Et puis, il y a vraiment... En fait, on pourrait presque voir ça, ce changement climatique, si on l'a compris, comme une opportunité d'un développement peut-être beaucoup plus vertueux et qui nous satisferait, quoi. J'ai l'impression qu'il faut pas penser que ce développement va être contre nous, hein. Il est plutôt pour nous, quoi, pour la société. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que la Sardaigne concentre 2 fois moins de précipitations que nous, mais a 4 fois plus de capacité de stockage d'eau, c'est ça? Alors, je ne connais pas le chiffre. Je sais qu'ils ont notamment, oui, ils ont beaucoup plus de capacité de stockage, mais ils ont des problèmes pour autant. Alors, pour plusieurs problèmes. D'abord, il faut les remplir, les barrages. Donc, quand vous avez 2 ou 3 années de sécheresse, comment on fait? Donc, si vous n'avez pas de sobriété, les barrages ne se remplissent pas, comment on fait? Et par exemple, ils ont des gros problèmes de qualité de l'eau, avec le bloom d'algues, etc. Et donc, faire des grandes quantités d'eau, après, on s'expose aussi à ça. Non, et puis, ça serait encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de barrage, hein, mais il y a des solutions beaucoup plus souples. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, plus rapide, parce que la sécheresse, elle est maintenant et elle va s'aggraver là, dans les 20 prochaines années, quoi, hein. Bon, on a dégraissé, on va revenir au Oui. comité. Quelle différence entre un plan d'adaptation et une déclaration d'intention? Ah ben, moi, je pense qu'un plan d'adaptation, euh, pour le coup, ça a été réfléchi. Il y a des actions à mettre en place. Il y a des comités de pilotage. Enfin, je ne sais pas comment c'est organisé exactement, mais c'est pas la même chose qu'une intention, quoi. Alors, pour le coup, jusqu'à présent, il y a eu, je ne parle pas de la Corse, mais on va parler du gouvernement français, des plans climat, des machins comme ça, Des où Grenelles. moi, voilà, des Grenelles d'environnement, où moi, je voyais quand même pas beaucoup d'actes décisifs et concrets. Pour le coup, depuis 2 3 ans, même là, via les préfectures, il y a Solidarité des territoires. On réunit les maires, par exemple, d'Haute-Corse, auxquels j'ai quand même fait beaucoup de présentations. Et pour le coup, ils ont parfaitement compris le problème. Maintenant, après, il y a le nerf de la guerre. On parle de la sobriété en l'eau. Il y a une fuite énorme sur les canalisations. Donc ça a un coût, mais ça coûtera moins cher Que pas avoir euh, d'eau. que pas avoir d'eau. Et oui, oui, oui. On dira que les outils existent, le plan d'aménagement, le plan de protection des forêts révisé, classement des massifs à risque par arrêté en 2024, mais produire des documents n'est pas agir. On a sanctuarisé puis désanctuarisé 105 000 hectares agricoles en 5 ans et l'artificialisation a continué pendant tout le contentieux. La bureaucratie de l'adaptation n'est-elle pas devenue une façon de ne rien faire en ayant l'air d'agir? Alors,
Vous mettez. Il faut quand même reconnaître que, notamment depuis une dizaine d'années, il y a des actions. Il y a des actions qui ont été conduites. Après, je pense qu'effectivement, et vous voyez, il y a tout un vocabulaire, adaptation, résilience, durable, qui ont, c'est mon avis, peut-être que tout le monde ne le partage pas, qui ont été un peu des artifices pour augmenter l'inertie de nos sociétés à réagir au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, etc. Et donc, oui, il y a encore des résistances, il y a encore des résistances, c'est certain. Mais il y a quand même, voilà, on peut quand même avoir une vision positive. Ces plans-là existent et je pense qu'ils vont être menés à terme, quoi. Il y a vraiment une classe politique, pas toutes les classes politiques, hein, qui en a pris conscience. Et je pense qu'on a cette chance dans l'île, avoir des politiques qui ont un projet. Moi, je pense que ça va être de la politique, mais je ne suis pas certain que les hommes politiques français aient vraiment un projet. En fait, c'est plutôt. Macron, il y en avait un. Bah, lequel? C'est notre projet. Non, mais. Non, mais lequel? Non, Ah bah, mais lequel? en tant que néolibéral, quand même, Non, son mais oui, projet, non, il est mais bien alors d'accord. avancé. Non, mais c'est ce que je veux dire. En fait, ils administrent une économie qui, pour moi, est prédatrice. D'accord? Qui n'est pas tenable. Je reviens sur le chiffre du développement durable, quoi. C'est simplement ce chiffre-là permet de dire, mais on est complètement schizophrène. On ne peut pas dire réparation écologique et continuer à faire, voilà, et juste sur ce sujet, pour vous dire que quand même les mentalités changent. Thomas Piketty, qui est un économiste envié, alors pas tellement en France, mais en tout cas au niveau mondial, il vient de participer à un truc qui s'appelle Global Justice Project, etc., avec une proposition totalement disruptive, mais moi qui me plaît, hein. J'aime bien du coup la pensée radicale qui dit bah, c'est simple, hein, pour limiter le réchauffement de 2 degrés, c'est 5 000 euros de revenus mensuels pour tout le monde. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a toute une classe, sinon une caste, absolument riche, qui est prédatrice sur la planète, hein, parce que quand on dit la société, on consomme, etc., il y a quand même une classe particulièrement riche qui représente 50% des émissions de CO2, quoi. Alors moi, j'ai rien contre eux. Je veux dire, la société, elle a été organisée comme ça. Mais sauf, au bout d'un moment, il y a un problème d'habitabilité de la planète et même un problème social, quoi. J'ai pas envie, moi, qu'il y ait des millions d'Indiens qui meurent, quoi. Bah, c'est ça qui se pose, hein. Alors effectivement, ça fait très peur parce qu'il y a même, moi je décèle dans la politique Trump, la politique Trump et ses acolytes, Musk et même la Silicon Valley, etc. Je détecte une espèce de nihilisme, dire on va aller jusqu'au Du bout, mais nous on va s'en technofascisme. servir, nous on va s'en sortir. Hmm. Moi j'ai Mais l'impression oui, qu'il y a oui. quand même Du en arrière, cynisme. oui, du Du cynisme. cynisme parce qu'ils se disent, nous, on a les capitaux, on pourra s'adapter dans tous les cas. Mais là, il se trompe. Là, il se trompe. Je Hmm. pense que c'est au-delà de ça. Il y a un cynisme, c'est-à-dire quelque chose, on va jusqu'au bout. Et voilà, après, avec des projets délirants sur on va habiter Mars, on va se mettre dans des blocos. Zuckerberg, il a acheté une île à Hawaï, il a fait y rêver tous les habitants. Mais non, non, c'est pas possible. Moi, je peux pas, enfin, je sais pas à vous, mais moi, je peux pas penser qu'il y ait des millions de victimes liées au comportement complètement dément de la civilisation occidentale, on va dire ça comme ça, quoi. Allez, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Je vais vous poser une dernière question. Pendant 2000 ans, on a cru l'oracle Cassandre folle parce qu'elle disait vrai trop tôt. Vous, vous avez produit 20 ans durant des chiffres exacts sur une catastrophe annoncée. 33 000 morts de la chaleur en France entre 2014 et 2022, dont 23 000 personnes âgées de plus de 75 ans, plus de 10 000 pour le seul été 2022. Ces morts-là, on les connaissait à l'avance statistiquement. Qu'est-ce que ce métier vous a appris sur la façon dont une société décide de ne pas entendre ce qu'elle sait déjà, et même son rapport au déni? En fait, ce que ça m'a appris, hein, je vais être très sincère, c'est d'abord l'inertie des politiques. Et probablement, si vous voulez, on parle beaucoup de démocratie, et évidemment, je suis un démocrate. Mais elle a quand même quelque chose de brutal, je trouve, la démocratie. Elle a quand même quelque chose de brutal.
Et donc, je me demande, moi, comment ça se fait, justement, quand, à force de fréquenter, on va dire, des politiques, de leur tenir un discours, et là je fais une parenthèse, hein, j'ai entendu il y a une quinzaine d'années, mais enfin il pleut au 15 août. Ouais, j'ai entendu ça. Donc il y a un déni. Mais le déni, il est normal, parce que c'est un tel bouleversement de la société que c'est normal. Donc il y a vraiment une inertie, et peut-être que c'est lié à notre civilisation, à notre organisation, quoi. Il y a peut-être, oui, oui, on est d'accord. On est dans une société néolibérale qui nous a imprégnés, hein. On est des néolibéraux, hein. On achète des téléphones, on veut faire de l'argent, on est capable de prendre, je dis n'importe quoi, un producteur internet parce qu'on gagne 5 euros par mois. On en est imprégné. On voyage beaucoup, donc voilà. Mais comment cette civilisation, comment on en est arrivé là, quoi? C'est presque un échec. Alors, bon, évidemment, je suis un démocrate, mais bon, d'abord, effectivement, il y a une brutalité quand même. 50% disent, bon, on continue comme ça, 50 d'autres disent, bah non, je préférais qu'on fasse autrement et pourrait dire, donc en fait, le système politique, comme il est organisé, et Hannah Arendt, elle en parlait, hein, sur les partis, etc., fait qu'il y a une grosse inertie, qui sont quand même coincés par un réseau. Donc, en quelque sorte, je les excuse, quoi. Et puis, il faudrait surtout pas compter sur des sauveurs, en fait. Je pense qu'il faut pas compter ni sur des sauveurs, ni sur des gens catastrophiques. Voilà, ce que ça m'inspire, alors là, c'est un peu de la philosophie, quoi. C'est comment on a pensé cette civilisation, quoi. Comment on l'a pensé pour arriver à cette impasse-là. Parce que Trump, quand on dit Trump, bon, c'est un abruti, mais c'est un produit de la civilisation, Trump, hein. Il n'est pas C'est pas un arrivé là tout abruti, seul, hein. hein. Il Ouais. sert une idéologie et un agenda extrêmement précis, hein. On est d'accord, on est Je d'accord. pense que c'est dépolitiser la question de dire que c'est un abruti. Absolument, on est Mais d'accord là-dessus. Bon, après, on sort de la météorologie, là, vous avez oui, remarqué. on sort totalement. Justement, allez, on va y revenir avec cette dernière question. Maintenant que vous êtes à la retraite, une phrase que vous ne pouviez pas dire en fonction et que vous pouvez dire ici, qu'est-ce que ce serait? Je me suis quand même pas mal exprimé, hein, quand j'étais en fonction. Euh, Ce que je pourrais dire, par exemple, c'est que la conduite, en tout cas dans les villes corses, a beaucoup de retard. Ce que vous évoquez, il y a trop d'imperméabilisation. Il y a trop encore une pensée, dans un système économique. Par exemple, cette fameuse place du diamant, cette fameuse place du diamant. Évidemment qu'il faut végétaliser. Je suis pas Et quand on dit végétalisation, il faut penser à une végétalisation qui n'a pas trop de soin, enfin une végétation, qui n'évapotranspire pas, elle sert à rien. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans des projets un peu très, pas faramineux, mais pas loin, quoi. Je pense qu'il faudrait penser plus sobre. Quand on m'a demandé des études, sur la plage Saint-François, j'avais envie de dire, mais non, mais de toute façon, il faut reculer. Ne pensez pas, remettre du sable pour l'agrandir, etc. Quand, euh, Quand il y a le téléphérique qui est fait, évidemment, il faut de la mobilité douce, mais est-ce qu'on se rend compte de l'impact écologique? Vous avez vu la dernière colline, et puis beaucoup de matériaux, c'est beaucoup de choses. Voilà, j'ai l'impression, non, je pense que j'ai fait passer à peu près tout ce que je devais dans mon discours, quoi. Mais j'adosserais peut-être un reproche. Vous pensez encore dans un paradigme qui n'a plus lieu d'être. Tout ce qu'on vient d'évoquer. Voilà. Pour une grande partie, hein, je ne les mets pas tous dans le même. Pour une grande partie, c'est ça. Et je pense que vous avez eu, une, une interviewée qui faisait des arts martiaux, hein, Coralie, et qui fait de l'aïkido. Alors, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ça, notamment, l'idée de nature dans la civilisation orientale est beaucoup plus. En fait, elle n'existe pas. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes de la nature. Et puis, il y a un ouvrage, que j'ai lu, qui correspond au traité des 5 roues. C'est Miyamoto Musashi, c'est un samouraï, et il a une phrase, dans La voie à suivre il dit: il faut penser à soi avec légèreté et au monde avec gravité. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait tous avoir en tête. C'est-à-dire, oui, on a nos contraintes,
Oui, il va falloir marcher à pied, il y aura plus de voiture. Moi-même, je suis pas exemplaire, hein, je suis venu en voiture ce matin, hein, j'ai eu du mal à me garer. Mais je pense que voilà, faut penser ça, faut penser ça. Faut penser que les écosystèmes, la nature, nous en faisons partie et donc on doit, en quelque sorte, prendre soin de nous. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Prenez soin de vous, allez, c'est la morale de cet épisode. Merci beaucoup Patrick Réveillou. Je vous en prie.